On est dans une situation de très grande catastrophe humanitaire. La ville de Rafah, où vous avez 1 400 000 personnes pour une ville qui peut en accueillir que 240 000. On va choisir les blessés qu'on peut encore sauver de ceux qu'on ne peut pas sauver. Ceux qu'on a décidé de laisser mourir, on ne peut pas laisser dater. Eh bien, pour l'instant, je suis encore très touché sur le plan émotionnel par rapport à la situation de cette population. Et bien évidemment, cela m'oblige, en tous les cas, de témoigner à partir du 22 janvier, pour une période de 2 semaines complètes. Et nous sommes rentrés par l'Égypte, par Rafah, pour aller jusqu'à l'hôpital européen, dans la zone de Khan Younes. Nous voulions rentrer déjà il y a plus de 2 mois, mais c'était impossible. Comme toutes les ONG, nous nous sommes rapprochés d'une organisation qui s'appelle PANMED, les médecins palestiniens, qui étaient, eux, en relation avec une autre ONG américaine, qui s'appelle Rama. Et Rama avait réussi à obtenir les autorisations des autorités israéliennes comme des autorités américaines. Et donc nous nous sommes greffés justement à ce groupe de médecins de Rama qui a accepté que 7 médecins français puissent se joindre à eux pour entrer à l'intérieur de Gaza. Quand ils ont vu que nous étions étrangers, que nous rentrions, alors ça a été vraiment un accueil très chaleureux de la part de la population qui était autour de l'hôpital, mais aussi de nos collègues à l'intérieur de l'hôpital qui nous ont accueillis avec des accolades. C'était très émotionnel. Cet hôpital, on peut dire que d'une certaine manière, il est fonctionnel, mais pas opérationnel. Il est prévu pour 400 malades, il y en a 900. Il y a 25 000 personnes qui se sont réfugiées, déplacées, qui sont réfugiées autour de l'hôpital. Et vous en avez entre 3 et 4 000 qui sont à l'intérieur de l'hôpital, qui vivent dans les couloirs de l'hôpital. Ils ont pendu des draps depuis les faux plafonds pour essayer de s'isoler, pour avoir une certaine intimité. Mais ça fait une énorme population à l'intérieur de l'hôpital qui n'est pas sans poser des problèmes sur le plan de l'hygiène en particulier et de la circulation. Cela tient à la violence des combats qui est menée par les Israéliens qui ont obligé cette population à se déplacer pour la ramener vers le sud. Et vous en avez 1,4 million qui se retrouvent dans la zone de Rafah et dans cette zone de Khan Younes et qui essayent de trouver un abri, l'hôpital leur paraissant un lieu de sécurisé, espérant ainsi que l'hôpital ne sera pas attaqué, ce qui est une faute, parce que tous les hôpitaux qui sont au nord, au centre et même à Khan Younes même, l'hôpital Al-Nasser a été attaqué. Alors vous avez les patients simplement, qui sont toute cette population qui est autour de l'hôpital, plus de 25 000, qui a des besoins médicaux, simplement des pathologies saisonnières comme des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs, etc. Vous avez les patients aussi qui ont des problèmes de pathologies chroniques, diabétiques et autres, et qui, bien évidemment, viennent à l'intérieur de l'hôpital pour consulter. Mais en même temps, du fait des bombardements qui sont constants, de jour et de nuit, vous avez des afflux de victimes de ces bombardements, de ces tirs. Les troupes israéliennes qui se déplacent sont accompagnées de snipers pour assurer leur protection. Ces snipers tirent sur tout ce qui bouge. N'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut faire l'objet d'une cible, que ce soit des femmes, des enfants, des hommes, mais aussi les animaux. On a des vidéos où ils tirent aussi sur les chèvres. Ça crée une situation de chaos véritablement. Il est clair que dans cette situation-là, vous ne pouvez pas prendre les blessés les plus graves parce que vous augmentez bien évidemment l'embouteillage de cet hôpital et de ce fait, on a plutôt tendance à aller vers les blessés les moins graves pour pouvoir les sauver que de prendre les blessés les plus graves et donc on laisse mourir les blessés les plus graves. En ce qui concerne les gens qui sont blessés au niveau des jambes, etc., bien évidemment, le plus souvent, on n'a pas le temps de réparer ses membres, même si quelquefois ils posent ce qu'on appelle des fixateurs externes, parce que c'est des fracas de membres, mais du fait du manque d'hygiène à l'intérieur, tout s'infecte, et après, secondairement, de toute façon, on est obligé d'amputer. On va choisir les blessés qu'on peut encore sauver de ceux qu'on ne peut pas sauver. Et ceux qu'on ne peut pas sauver, il est même un vrai problème humain, un problème éthique, c'est-à-dire que ceux qu'on a décidé de laisser mourir par le fait qu'ils manquent de produits sédatifs, eh bien on ne peut pas les sédater, on ne peut pas les accompagner et ils meurent dans l'état où ils sont. On se retrouve devant une nasse, c'est-à-dire dans une situation où cette population est enfermée dans un espace restreint et donc vous avez une concentration, une très forte densité de population dans un espace restreint qui manque de tout. Manque de nourriture, comme elle manque d'eau, qu'elle manque de soins, etc. Donc ça ne peut rappeler que ces ghettos qui ont été faits par les nazis pendant la guerre et qui enfermaient justement ces populations à l'intérieur. Vous pouvez acheter de la nourriture, il y a des légumes qui sont vendus parce qu'elles sont produits dans Gaza, mais ça se coûte excessivement cher
Et cette population qui a été déplacée de force n'a pas les moyens de se payer cela. Ce qui crée une véritable situation de tension pour ces populations qui ne peuvent pas arriver à nourrir leur famille parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Enlever la dignité d'un être humain, c'est vraiment la chose la pire qui puisse arriver. C'est vraiment très important que la guerre s'arrête, le cessez-le-feu, pas une trêve, pas une pause, un cessez-le-feu. Mais surtout maintenant, si les Israéliens décident d'attaquer Rafah et de sa population, il ne faut absolument que la France montre justement sa détermination à ne pas accepter ce massacre de cette population.